Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, pour cette visioconférence pandémie Covid-19, c'est la 6e. Nous sommes heureux d'accueillir le professeur Bruno Crestani, qui est chef de service de pneumologie à l'hôpital Bichat Claude Bernard à Paris, coordonnateur du centre de référence des maladies pulmonaires rares de l'adulte et du DHU FIRE, ce qui veut dire fibrose, inflammation et remodelage. Alors Bruno, aujourd'hui, va nous parler de la prise en charge des patients atteints par le Covid-19, c'est-à-dire plus après la phase aiguë. Et dans notre auditoire d'une quinzaine de pays, eh bien, nous avons beaucoup de pneumologues et qui se posent donc des questions. Ils ont vu ou ils n'ont pas vu des cas de Covid, mais en tout cas, ils vont se retrouver avec des patients qui ont des anomalies scannographiques et puis surtout des gènes respiratoires et qui se posent des questions. Est-ce que c'est du Covid ou est-ce que ce ne sont pas des complications du Covid? Alors Bruno va nous détailler tout cela, je pense nous rappeler la généalogie un petit peu des anomalies. Bruno, on te laisse la parole en te remerciant d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour à tous, merci de cette invitation. Je suis désolé de ne pas avoir pu participer aux séances précédentes, donc je regrette peut-être s'il y a des redites, mais finalement dans l'enseignement, les redites, ça peut être toujours utile. Donc je suis, comme vous le voyez, professeur à l'université de Paris. Je travaille à l'hôpital Bichat et comme l'a dit le professeur Lemarié, je dirige un service de pneumologie dans un gros hôpital qui est un centre de référence pour les maladies infectieuses. Et nous sommes l'hôpital qui reçoit tous les cas suspects de maladies infectieuses hautement contagieuses, le SARS à l'époque, le MERS, et bien sûr les premiers cas de Covid en France sont venus dans le service d'infectiologie de l'hôpital Bichat. Et donc rapidement, nous avons été exposés à un grand nombre de patients. Et d'ailleurs, à un moment, nous avons, je peux le dire, été submergés. Mais comme vous le pouvez le voir, nous survivons. Alors, j'ai quelques liens d'intérêt qui n'ont pas directement d'un lien avec le Covid, sauf que je suis actuellement l'investigateur principal d'un projet de recherche qui s'intitule Nintecor. C'est financé par le programme hospitalier de recherche clinique. J'en suis le coordinateur et vous allez voir, j'en parlerai à la fin. C'est une proposition thérapeutique pour les fibroses pulmonaires qui pourraient compliquer le Covid. Et c'est finalement là-dessus que je me suis centré. Alors, la vague du Covid, ou de la Covid, puisque l'Académie demande à ce que nous utilisions le féminin, a atteint l'Île-de-France. Vous voyez que ça a commencé vers à la mi-mars, ça a culminé vers le 7 avril, et puis on a vu ensuite le reflux lentement se faire. Nous sommes le 3 juillet, cette diapositive ici, ce tableau s'arrête au 30 juin, juste pour dire qu'il reste encore en hospitalisation conventionnelle au 30 juin en Île-de-France près de 2000 patients et près de 500 patients encore en réanimation. Ça apparaît ici, hein. Réanimation Île-de-France, réanimation APHP. Donc la vague, elle était réelle, elle nous a pris de plein fouet. Alors c'est intéressant parce que cette vague, elle apparaît ici, dans cette figure que j'ai tirée d'un numéro d'Info Respiration qui est à peine sorti. Didier Dobieuvre est l'auteur de cet article. Il a schématisé l'empreinte sanitaire de cette pandémie. Alors la vague initiale, elle est là. C'est cette ligne en violet. C'est les patients qui arrivent en aigu par les urgences, vont en réanimation et puis vont finalement rester avec nous pendant plusieurs semaines. C'est la première vague. La deuxième vague, la deuxième complication de cette pandémie, c'est que pendant qu'on s'est occupé des patients qui avaient le Covid, on ne s'est pas occupé des autres patients et ceux-ci, ils arrivent après. Et c'est maintenant, on est touché par des patients qui ont attendu trop longtemps avant de venir à l'hôpital. La troisième vague, c'est des patients qui avaient des soins chroniques, qui ont arrêté d'être suivis, qu'on commence également à voir, ils reviennent à l'hôpital. Ils n'ont pas vu de docteur pendant 5 mois, 6 mois. Ils ont continué les traitements qui ne sont peut-être pas forcément adaptés.
La quatrième vague qu'on va commencer à voir sans doute, qui a commencé, qui va persister, c'est les conséquences indirectes de la Covid, les traumatismes psychiques qui ont touché les patients, leurs familles, mais également d'autres personnes dans la population qui ont été stressées, surmenées pour les équipes médicales, par exemple, et qui ont des conséquences qu'elles vivent maintenant. Et on sait que le burn-out, c'est 3 mois après l'agression, donc c'est maintenant qu'on va commencer à le vivre. Et enfin, la cinquième vague, qui apparaît ici en violet, enfin en rose fuchsia, c'est les problèmes de ces patients qui, heureusement, ont survécu à la première vague et qui ont des séquelles qui vont nécessiter des suites, des prises en charge au long cours, réadaptation, soit infirmier, soit à domicile. Et je dois dire qu'on est en train d'affronter ça avec les plus grandes difficultés, vous allez le voir. Alors, juste pour recommencer de la base, finalement, ce coronavirus va pénétrer par les voies respiratoires, soit sous la forme de gouttelettes, soit sous la forme d'aérosols, volontiers par voie inhalée. On peut également l'avoir à travers les muqueuses, mais globalement infecter les cellules de l'épithélium nasal, les cellules de l'épithélium bronchique, et une partie de ces virus vont atteindre les zones les plus profondes du poumon, infecter potentiellement les cellules de l'épithélium alvéolaire, notamment les pneumocytes de type 2 et de type 1 qui apparaissent ici. Et ces différents types cellulaires expriment ACE2, donc le récepteur, un des récepteurs de ce coronavirus. Et on comprend donc, en connaissant les sites d'infection, que les signes cliniques qu'ont présentés nos patients à la phase aiguë pouvaient être purement nasales, pouvaient être purement bronchiques, ou pouvaient être dans les formes les plus sévères une atteinte parenchématose pulmonaire. Le poumon profond peut donc être atteint par ce virus. On peut le mettre en évidence par immunofluorescence. L'image n'est pas extrêmement belle, mais elle montre la détection potentielle des protéines virales dans le poumon le plus profond au niveau des cellules de l'épithélium alvéolaire. Et puis on peut mettre en évidence ces virions au sein d'un pneumocyte de type 2 en microscopie électronique. Vous savez, il y a eu des fausses images qui ont été publiées, il y a eu des rétractions. Là, j'espère que cette image est vraie, elle est tirée d'un article, comme vous pouvez le voir, pris sur medRxiv, qui n'a pas encore été rétracté, pourvu que ça dure. Donc les cellules de l'épithélium le plus profond vont être atteintes, mais pas seulement l'épithélium. On sait qu'il va y avoir une atteinte endothéliale qui a été bien décrite par nos collègues allemands sur des prélèvements pulmonaires autopsiques. Et on a pu parler d'endothélite au niveau du poumon, mais également endothélite dans d'autres circulations, notamment artérielles à distance. Puis à côté de cette atteinte vasculaire, microvasculaire, une inflammation considérable, prédominance lymphocytaire qui va atteindre le poumon. Donc une atteinte à différents étages finalement, épithéliale, endothéliale, inflammatoire. C'est assez différent, et c'est ce qu'ont bien montré nos collègues allemands, de ce qu'on observe dans la grippe. Alors en fait c'est assez intéressant parce que ces remaniements vasculaires, ils avaient déjà été décrits dans une autre infection à coronavirus, qui était le SARS. Quand on reprend ce papier qui maintenant a 15 ans, qui avait été publié dans Modern Pathology, où, si je ne me trompe pas, c'est l'équipe de Toronto, avait repris, vous voyez, les poumons de 20 patients qui étaient décédés de cette infection à coronavirus dans les années 2003. Eh bien, en fait, ils décrivaient le caractère absolument très fréquent de ces thrombies à différents stades d'organisation dans les poumons de patients qui avaient cette infection par le SARS. Donc en fait, on l'a vu ici chez nos patients atteints de Covid, mais si on avait mieux retenu ce qui s'était passé à l'époque du SARS, on aurait été moins surpris de voir cette atteinte vasculaire importante chez ces patients. Vous avez enregistré que cette atteinte, lorsqu'elle évoluait après la phase aiguë, pouvait s'accompagner d'une pneumopathie en voie d'organisation. Je n'ai pas de bonne traduction pour Acute Fibrinoid Organizing Pneumonia en français, une pneumopathie organisée avec des lésions fibrinoïdes. Et on voit, je pense que vous pouvez voir de là où vous êtes, que c'est une espèce de bourgeon ici alvéolaire
intra-alvéolaires qui correspondent à la pneumopathie en voie d'organisation, mais avec également des dépôts de fibrine correspondant à une agression alvéolaire déjà en phase de réparation avec de nouveau des lésions vasculaires. Alors si on met tout ça ensemble, en phase aiguë, vous l'avez bien intégré, je pense déjà, mais c'est intéressant pour la suite, on va avoir une inflammation lymphocytaire, des lésions épithéliales alvéolaires, des lésions endothéliales avec des microthrombis qui probablement expliquent en grande partie l'hypoxémie que peuvent présenter de façon brutale ces patients à côté de l'embolie pulmonaire, et puis une fibroprolifération qu'on observe dans ces zones, dans le bourgeon endoalvéolaire. Alors ça se traduit de façon assez simple au scanner. Ici, cette patiente qui était assez mal, je vous remontrerai son scanner après parce que ça, vous verrez que c'est assez intéressant par ses opacités en verre dépoli avec des zones de condensation. Et alors, la question, c'est ensuite. Ça, c'est la phase aiguë. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, on a eu la chance d'opérer, enfin la chance, un de nos patients a été opéré pour un cancer épidermoïde qui avait été diagnostiqué en février. En mars, avant qu'on puisse le traiter, il fait un Covid. Et finalement, on l'opère le 20 avril. On l'opère à 1 mois après le début des signes fonctionnels. Quand on l'opère, ça c'est le scanner qui est fait quelques jours avant la chirurgie. Vous voyez qu'il avait ici dans un lobe supérieur des lésions d'emphysème et puis ces lésions ici qui sont des condensations plus ou moins denses, hein, ça va du verre dépoli à la condensation autour de ces lésions d'emphysème. Ça n'existait pas sur le scanner initial. On a ici la pièce de résection qui retrouve les lésions d'emphysème avec des zones plus denses correspondant bien à ce qu'on voit sur le scanner. Et quand on regarde en aspect microscopique, on retrouve l'emphysème et ces zones de densification plus ou moins intenses selon la zone que l'on regarde. Ces images d'anatomie pathologique m'ont été fournies par le professeur Caz qui travaille dans notre hôpital. Dans une autre zone, vous voyez, on retrouve les mêmes zones du verre dépoli plus ou moins dense, cet aspect en macroscopie et ces zones de densification en histopathologie. Dans une autre zone, vous voyez que c'est ici relativement plus limité. On le retrouve ici et, en microscopie. Alors à quoi ça correspond quand on regarde ça en microscopie? D'abord, on n'a pas besoin d'être anapathe pour voir qu'il y a de l'inflammation, qui est lymphocytaire et plasmocytaire, et qui, avec une fibrose, qui est une fibrose relativement jeune, qui condense de façon massive le parenchyme pulmonaire. Et vous voyez ici des zones où vous avez l'accumulation de cellules qui ont un aspect de fibroblastes. Ici, on va revoir d'autres images. Ici, ça réalise pratiquement un aspect de foyer fibroblastique, ou quasiment un aspect de foyer fibroblastique, avec toujours l'inflammation en périphérie dans ce tissu. Et puis, à d'autres endroits, vous voyez dans une zone qui apparaît comme étant moins malade, en histo, en réalité, on retrouve des bourgeons endoalvéolaires réalisant un aspect de pneumopathie organisée qu'on retrouve très bien sur cette autre coloration, avec ici, en périphérie, les zones de fibrose dense que je vous avais montrées préalablement. Alors ça, c'est très intéressant parce que finalement, on a ici, chez l'homme, finalement mieux que dans un modèle expérimental, la récapitulation de la réponse normale d'un poumon. Après une lésion aiguë, et là, tous nos patients ont une seule cause unique de leur agression, qui est cette infection virale, on va avoir une réponse initiale dite exsudative, et on peut guérir très vite, suivie d'une réponse proliférative, c'est la phase fibroproliférative où on va avoir l'accumulation de ces fibroblastes avec des bourgeons alvéolaires plus ou moins diffus, et là encore, on peut guérir très vite, et on sait très bien que dans certains cas, on ne guérit pas, et on évolue vers des lésions de fibrose, et c'est vraiment la question qu'on se pose maintenant chez nos patients. Tous ces patients qui ont eu à un moment donné une agression aiguë d'importance variable, allant de rien à extrêmement sévère, comment vont-ils évoluer vers la fibrose? Certains vont-ils évoluer vers la fibrose? Alors c'est quelque chose qui a été, excusez-moi, j'ai malencontreusement laissé mon téléphone qui se met à sonner, je vais essayer de couper ça, voilà. Et ça a été d'ailleurs finalement modélisé assez simplement.
Quand on voit la vague arriver, finalement, 95% des patients vont avoir une maladie soit symptomatique, soit avec des symptômes peu marqués. 5% vont avoir une maladie sévère, voire critique. Et parmi ces 5%, la plupart vont guérir. Un certain nombre va malheureusement mourir. Et puis, vous voyez que dans cette image que j'ai prise sur Internet, certains ont écrit que jusqu'à 30 à 50% de ces patients ayant eu une atteinte la plus sévère allaient évoluer vers une fibrose pulmonaire. Ce n'est pas des données, c'est de l'hypothèse. Si on considère 30 à 50% de 5%, vous voyez que c'est considérable. Ça fait 1,5 à 2,5% de tous les patients qui auraient fait un Covid qui serait susceptible de développer une fibrose pulmonaire. C'est absolument énorme et ce serait un cataclysme à l'échelle de la planète et notamment pour les pneumologues. Alors est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est pas un petit peu de l'hypothèse? Alors ce qui est très intéressant, c'est de revenir à des choses simples. Quel est aujourd'hui le modèle physiopathologique de fibrose qu'on a tous en tête, qui est celui que j'enseigne aux étudiants? Aujourd'hui, on considère qu'un individu, pour développer une fibrose pulmonaire, il doit être susceptible à la fibrose, soit parce qu'il a un terrain génétique particulier, donc quelque chose qu'il a acquis notamment de ses parents, soit parce qu'il est juste âgé, et on sait très bien que le vieillissement est un élément, facteur de risque majeur pour le développement de la fibrose. Donc ça, il y a sans doute d'autres facteurs endogènes qui peuvent favoriser cette susceptibilité, mais en tous les cas, ceux-ci sont les deux qui sont les mieux connus. Et puis, il y a les facteurs exogènes, que je qualifie ici de second hit, donc seconde agression. Ça peut être l'exposition à des médicaments, au tabac, à des particules inhalées. Et puis, vous voyez qu'ici, dans ce schéma, on fait apparaître les virus, les bactéries, mais en tous les cas, les virus, comme étant des agents qui peuvent venir déclencher une fibrose chez un sujet susceptible. Et la cellule cible, c'est le pneumocyte de type 2. Et donc, vous voyez qu'ici, on est dans un modèle tout à fait remarquable où on a un agent viral identifié, le coronavirus SARS-CoV-2, dont on sait qu'il infecte les cellules épithéliales alvéolaires de type 2, puisqu'elles portent le récepteur. Est-ce qu'on va observer ce qu'on observe dans d'autres conditions pathologiques, c'est-à-dire lésion de l'épithélium, anomalie du pneumocyte de type 2, sécrétion de facteurs de croissance chimiokines, activation de voies de remodelage, aboutissant au développement d'une fibrose? Finalement, c'est une question qui est posée aujourd'hui et c'est une situation tout à fait exceptionnelle qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on va voir arriver ou pas des fibroses pulmonaires chez ces patients. Et vous voyez que là, on a quelque chose d'extrêmement intéressant, médicalement, bien sûr. Alors, fibrose pulmonaire et virus, c'est quelque chose qui est très débattu dans la littérature. Quand j'enseigne aux étudiants fibrose pulmonaire et virus, je leur dis, en fait, les infections virales graves, si ça donne une fibrose pulmonaire, ça tue le patient en réanimation et il ne sort pas de réa. Vous ne le voyez pas, il va mourir en réanimation, il n'arrivera pas chez vous. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Si on cherche un peu dans la littérature, et je n'ai pas fait une recherche exhaustive, mais néanmoins, on retrouve des descriptions de pneumonie virale qui sont à l'origine de fibrose pulmonaire chez les survivants, qui vont entraîner des séquelles, qui vont impacter la qualité de vie et les capacités d'exercice des patients, notamment dans des contextes d'infection à varicelle zona, ou bien dans les rougeoles. Et je répète, ça n'est pas exhaustif, et vraisemblablement, ceci pourrait s'écrire pour d'autres virus, et notamment pour la grippe, par exemple, où nous avons tous vu des patients sortir vivants d'une grippe grave avec une fibrose séquelaire. Donc ça peut exister, c'est quand même pas extrêmement fréquent. Alors, en revanche, on sait que quand on a eu un syndrome de détresse respiratoire, donc ARDS, syndrome de détresse respiratoire aiguë, on peut avoir des séquelles.
Ici, vous avez un papier assez classique hein, qui date de près de 20 ans maintenant, qui a regardé de façon prospective le devenir à 12 mois de patients qui avaient, 66 patients là, en l'occurrence, qui avaient été hospitalisés, avaient survécu à un syndrome de détresse respiratoire aiguë, et les auteurs avaient regardé leur devenir en fonction du type de ventilation qui leur avait été administrée. Vous savez que le standard maintenant, c'est la ventilation à faible volume, mais à l'époque où ceci a été fait, il y avait encore des patients qui recevaient des ventilations en haut volume. Le message est très simple. Un an après un ARDS, on a potentiellement des séquelles avec une CV forcée ABC et une DLCO ABC, et ces anomalies s'associent à des altérations de la qualité de vie, quel que soit l'outil qu'on utilise pour les mesurer. Vous voyez que ici, il n'y avait que 17 à 20% des patients qui n'avaient pas de réduction de la DLCO, par exemple, dans cette série. Donc, c'est la diminution de la DLCO étant l'anomalie la plus commune observée chez ces patients. Alors, la qualité de vie altérée après ventilation prolongée, ça a été bien démontré. Ça touche les patients qui n'ont pas d'ARDS, mais ça semble être plus important chez les patients qui ont développé un ARDS. Alors, que nous disent les autres épidémies à coronavirus en attendant de savoir ce qui va arriver à nos malades? Est-ce que le SARS 2003 et le MERS 2012, et vous savez qu'en fait les MERS, ils continuent à y en avoir, mais des petits nombres, est-ce que ça nous donne des informations pertinentes? Alors, on pourrait dire que les données sont simples. Regardez, Hong Kong, donc un système de santé où les patients ont été pris en charge de façon probablement pas très différente de ce que moi je vis. 97 patients survivants suivis sur 12 mois. Vous voyez que les soignants avaient été très atteints à l'époque. Des sujets très jeunes, 37 ans, pratiquement pas de fumeurs. Quand on regarde ce qu'ils deviennent à 3 mois ou à 6 mois, le message c'est globalement leur fonction pulmonaire, ici c'est la CV forcée, elle est normale. Et l'autre DLCO, en moyenne, elle est également normale. Et si vous regardez à 12 mois, pareil, CV forcée normale, DLCO normale. En fait, on peut faire une analyse un tout petit peu plus subtile en regardant quel est le pourcentage de patients qui ont une CV forcée inférieure à 80%. On va considérer que c'est un seuil qui permet de dire qu'ils sont normaux. Vous voyez qu'à un an, il n'y en a plus que 4%, donc sur 97, qui ont une CV inférieure à 80%. 23% encore une DLCO ABC. Ils ont parfois des anomalies résiduelles, ici à la radio. Alors, la radio, c'est un mauvais examen hein, pour évaluer le poumon, mais enfin, disons, à l'époque, hein, on est en 2003, 2005, 27%. Et puis surtout, même s'il y a des anomalies relativement fréquentes, elles touchent très peu de poumons. Donc, peu de séquelles radiologiques et finalement, une DLCO ABC. Alors, ce qui est intéressant, comme on pouvait s'y attendre, un des éléments associés avec le fait d'avoir une fonction plus altérée, c'est d'avoir une maladie plus sévère, marquée ici par le fait d'être allé en réanimation. Ça paraît assez logique. Alors, il y a quelques données à très long terme. Vous voyez qu'ici, c'est une série de SARS chez des patients chinois que les investigateurs ont reconvoqué 15 ans après l'épisode aigu. Globalement, leur message, c'est que la plupart ont des volumes pulmonaires normaux, mais quand même, la DLCO reste ABC. Il n'y avait pas d'informations concernant le scanner dans cet article. Alors, l'autre coronavirus, le MERS, oui, que là, c'est une étude coréenne, 73 patients suivis sur 12 mois. Le message, globalement, si on regarde assez simplement, on se dit, bah, leur fonction pulmonaire, globalement, elle est normale sur les volumes, avec une petite diminution de la DLCO. Et si on se concentre sur les patients qui ont été les plus sévères, finalement, les volumes pulmonaires sont relativement préservés. Mais là, la DLCO, elle est franchement abaissée à 68% en valeur moyenne. Mais ce qui est plus intéressant, c'est là encore, quand on regarde les patients qui ont une CV inférieure à 80%, 8% à un an, DLCO inférieure à 80%, un tiers des patients. Et d'autant plus fréquent que l'atteinte initiale était plus sévère, quelle que soit la façon dont on apprécie la sévérité. Alors, il y a quelques données en imagerie, mais vous voyez que c'est de la mauvaise qualité. J'ai pris ces images dans une publication, hein, mais c'est de pas bonne qualité, c'est difficile d'en tirer grand-chose.
on ne va pas s'étendre tellement là-dessus. Alors, ce qui était quand même assez intéressant, c'est que dans cette étude coréenne, ils ont regardé le scanner, hein, c'était publié là, il y a 2 ans, et les patients qui avaient l'atteinte initiale la plus sévère avaient pratiquement de façon constante des anomalies scanographiques. Vous voyez, 95% de ces patients avaient des anomalies scanographiques. Heureusement, très peu étendues. Vous voyez qu'ici, le score donne le nombre de segments atteints, et vous voyez que c'était globalement entre 0 et 12 segments, pardonnez-moi, et en moyenne 3 segments. Donc, encore une fois, oui, il y a des atteintes fonctionnelles qui peuvent exister. La DLCO-ABC est la plus fréquente. Il y a également des séquelles tomodensitométriques, mais généralement peu étendues chez les patients vus à 1 an. C'est ce que j'ai essayé de résumer ici. Altération morphologique peu étendue, altération fonctionnelle prédominante sur la DLCO, altération de la qualité de vie, finalement probablement pas très différente de ce qu'on a dans des ARDS. Alors la question, c'est SARS-CoV-2. Alors là, comme on avance en marchant, on va voir ça, on va voir ce qu'il y a comme données. Alors, quand même, attention, SARS, peu de cas. L'épidémie, c'était 8400 patients. 900 morts, en France, 7 cas. MERS, 2500 patients dans le monde, 860 décès, vous voyez qu'en France, il y a eu 2 cas. Covid, les chiffres du 29 juin, 10 millions de cas, 500 000 morts. En France, 150 000 cas, 29 000 morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un événement, même très rare, induit par le coronavirus, qui aurait été observé par le SARS-MERS, et qui serait donc rare, peut rester rare, mais devenir très significatif en nombre absolu à partir du moment où il s'applique au Covid. Étant donné le grand nombre de patients qui ont été atteints et qui sont encore en train d'être atteints, vous avez vu que l'épidémie est hors de contrôle en Amérique du Nord. Alors l'autre point, c'est l'âge. Je vous ai dit tout à l'heure que l'âge, c'est un facteur de susceptibilité à pour la fibrose pulmonaire. L'âge des patients atteints de Covid en France, mais quand on regarde les données internationales, on retombe toujours sur les mêmes. C'est plutôt 70 ans de valeur en âge moyen, alors que pour le SARS, c'était 42 ans. Sujet jeune, relativement jeune, sujet relativement plus âgé. Donc attention, ce qu'on a appris pour le SARS et le MERS peut ne pas s'appliquer avec le coronavirus, et notamment du fait de cet âge particulier de la population atteinte. Alors ici, j'ai repris les chiffres de l'assistance publique hôpitaux de Paris, où je travaille. Vous voyez que c'est le tableau de bord au 1er juillet 2020, qui nous donne une vision globale de la distribution par âge des patients qui ont été hospitalisés pour leur coronavirus. Vous voyez qu'effectivement, la plupart des patients avaient plus de 60 ans, c'est ce paquet de patients, mais il y avait quand même des sujets plus jeunes, voire des sujets très jeunes, mais la grande masse des patients avaient plus de 60 ans. Et vous voyez qu'ici, à l'assistance publique hôpitaux de Paris, l'âge moyen, c'était 69 ans, et la médiane, c'était 72 ans, donc des âges à risque pour la fibrogenèse. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent ces patients? Il commence à y avoir des données qui se publient. Ça, c'est la série Bichat de patients. C'est en ligne dans le European Respiratory Journal. Le premier auteur est Justine Frija, qui travaille aux explorations fonctionnelles de notre hôpital. 50 patients qui ont eu une infection documentée par PCR pour le Covid. La plupart ont été hospitalisés, dont certains en réanimation, et très peu, vous voyez, ont eu une ventilation invasive. 2%, ça veut dire un patient en réalité. Ils ont été tous revus au 30e jour après le début des signes fonctionnels. Vous voyez que c'est une population-là qui n'est pas représentative de tous les patients qui ont été hospitalisés, puisqu'ils sont relativement jeunes. Étonnamment, pas vraiment de prédominance d'hommes, alors qu'habituellement, c'est une maladie de l'homme. Pardon. Qu'est-ce qu'on voit si on regarde les EFR à 1 mois des signes fonctionnels? Leur CV forcé, 93%, TLCO, 80%. Globalement, déjà pas mal, quoi. Ils ont presque des épreuves fonctionnelles respiratoires normales, excusez-moi. Ce qui est plus intéressant, c'est encore une fois, c'est de regarder en fonction de seuil. EFR complètement normal, 48%.
Mais si je regarde les patients les plus sévères, c'est seulement 19% du collectif. Troubles ventilatoires restrictifs, 8%, 13% des plus sévères. Diminution de la DLCO isolée, 26%, 31% des plus sévères. Et un trouble ventilatoire restrictif avec une diminution de la DLCO, 18%, 38% des plus sévères. Donc à un mois, il y a des anomalies fonctionnelles. Globalement, néanmoins, la moitié des patients ont totalement normalisé leurs épreuves fonctionnelles. Des données chinoises qui viennent d'être publiées à un mois de la sortie d'hospitalisation. Alors, en relisant l'article, on essaie de calculer pour savoir combien ça fait. Globalement, ils étaient à peu près à 2 mois du début de la maladie. Vous voyez que 57 patients, donc chinois, 17 avaient des critères de sévérité, 40 étaient non sévères. Et globalement, qu'est-ce qu'on voit? Que le pourcentage de patients qui avaient une CV forcée inférieure à 80% est de 23% chez les patients qui avaient des critères de sévérité, contre 5% chez les non sévères. Et une DLCO inférieure à 80% était observée chez 40% des patients non sévères, 76% chez les sévères. Donc globalement, des choses à peu près comparables à ce qu'on a observé dans notre série. Dans cette série chinoise, ils ont essayé de corréler les anomalies fonctionnelles respiratoires avec les anomalies scanographiques. Et vous voyez qu'ici, plus le scanner était malade au début de la maladie, plus sévère était l'altération de la CV forcée mesurée un mois après la sortie d'hospitalisation. Ça a l'air assez logique. C'était la seule anomalie qui était statistiquement significative dans les multiples analyses qu'ils ont faites. Je crois qu'il ne faut pas aller trop loin dans l'interprétation de ces résultats. Alors, à 3 mois, nous sommes actuellement en train de revoir les patients. Je ne peux pas vous montrer de chiffres aujourd'hui. On a vu actuellement une centaine de patients à 3 mois d'hospitalisation. Globalement, on a un chiffre assez rustique, hein, mais à prendre globalement de façon globale. 2 tiers des patients ont normalisé complètement leur fonction. 1 tiers garde encore des anomalies, avec la DLCO étant l'anomalie prédominante, ce qui veut dire que quand même, on voit que ces anomalies ne semblent pas persister, mais semblent évoluer vers une régression au moins partielle. On devrait avoir vu dans les prochains mois 250 patients au 3e mois de l'hospitalisation. Ce sera publié, bien sûr. Nous sommes actuellement en train de mettre nos données ensemble avec celles de la Pitié-Salpêtrière, qui a vu également un très grand nombre de patients. Pardon. Alors, on sait que cette évolution progressive favorable de l'imagerie, des épreuves fonctionnelles respiratoires, que je vous disais, elle colle parfaitement avec l'évolution connue de l'imagerie. Ici, un patient qui avait été hospitalisé dans l'hôpital, du verre dépoli qui tend à se condenser. Vous voyez que ça s'était bilatéralisé au début. Hein. Et puis, quand on le voit un mois plus tard, il n'y a quasiment déjà plus rien du tout. Ce patient avait eu besoin de corticoïdes à un moment dans son évolution. Alors, il peut y avoir des formes graves. Il peut y avoir des formes graves et il peut y avoir des formes fibrosante. Alors ça, j'ai pris volontairement cette figure d'un article chinois parce que c'est finalement une des premières descriptions dont on dispose d'évolution rapide vers la fibrose chez les patients atteints de coronavirus. Ici, ce patient, 73 ans, il fait partie des 3 patients greffés pour infection au coronavirus. Vous voyez que nos collègues chinois, ils n'ont pas peur, hein, ils vont faire une greffe pulmonaire au 40e jour d'une infection par le Covid, un homme de 73 ans. Chez nous, c'est sûr que ce ne serait pas possible. Mais de façon intéressante, vous voyez ces lésions fibrosantes, bilatérales, relativement précoces, avec un pneumomédiastin chez ce malade. Donc, globalement, ça veut dire que ça existe. Alors ça existe d'autant plus qu'on en a vu. Cet homme, 38 ans, aucun antécédent. Une infection documentée à Covid, une imagerie tout à fait caractéristique. Ça, c'est à J1 de l'hospitalisation, J11 de l'hospitalisation. Vous voyez qu'en lieu et place de ce verre dépoli et de ces condensations, apparaît du rayon de miel. Il a détruit en 10 jours son poumon en passant de verre dépoli
a du rayon de miel. Et si vous regardez où il est à J20 de l'hospitalisation, ça ressemble à l'image de ce patient chinois que je vous ai montré tout à l'heure. Il a de la fibrose, il a un pneumomédiastin, et ce patient actuellement est en attente de transplantation pulmonaire, 38 ans, aucun antécédent préalable, non fumeur. Autre patient, vu dans notre hôpital, c'est un homme de 46 ans, vous voyez qu'il est greffé rénal, et il fait donc une infection à Covid. Le 11 mars, il n'y a pas grand-chose. Le 25 mai, il a une fibrose qui détruit son parenchyme pulmonaire avec du rayon de miel qui s'est développé en quelques semaines. Ce patient ne sera pas greffé, d'ailleurs il est décédé. Alors, il y a des histoires moins dramatiques, mais quand même qui interrogent. Vous voyez que ce patient, il était suivi pour une bronchopneumopathie chronique obstructive dans notre hôpital, BPCO post-davagique, sans critère de sévérité. Il est hospitalisé pour un Covid, pas très sévère, mais vous voyez qu'il va évoluer de façon étonnante avec le développement de signes de fibrose, avec des réticulations, des bronchectasies par traction, et ceci malgré le fait qu'on lui a administré des corticoïdes pour essayer de contrôler la maladie. Alors, autrement dit, il y a des patients qui vont effectivement développer dans une période subaiguë, je dirais, dans les 2 premiers mois qui suivent l'infection par ce coronavirus, une fibrose pulmonaire. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est pas facile? Est-ce que ça tient à la sévérité de l'atteinte pulmonaire initiale? Moi, je ne travaille pas en réanimation, donc je ne peux pas vous montrer de dossier de réanimation, mais mes collègues réanimateurs ont effectivement perdu des patients en décrivant le développement d'une fibrose alors que les patients étaient intubés, ventilés mécaniquement, sous ECMO. Est-ce que ceci peut être favorisé par les traitements que nous leur administrons? Ces patients ont pour beaucoup reçu des hauts débits d'oxygène, et on sait que l'oxygène peut être, au moins dans les modèles expérimentaux, un cofacteur pour le développement de fibrose, en altérant, en lésant les cellules pulmonaires. Bien sûr, chez les patients qui ont reçu une ventilation mécanique, on se pose toujours la question du volotraumatisme ou du barotraumatisme, mais ça me paraît moins pertinent. En revanche, une des questions qui est importante, c'est celle du terrain. La susceptibilité génétique est un point. L'autre point étant celle de lésions préexistantes, peut-être pas visibles, mais vous avez vu que pour les patients que je vous ai montrés, on avait des scanners qui montraient initialement uniquement les lésions typiques de Covid, et parfois même des scanners de référence qui ne montraient aucune anomalie. Donc la susceptibilité génétique, c'est probablement un élément sur lequel il faudrait travailler. Alors justement, le facteur numéro 1 de susceptibilité génétique à la fibrose, c'est ce polymorphisme sur le promoteur du gène qui code pour la mucine 5B, qui a été décrit d'abord dans les fibroses familiales, puis dans des fibroses pulmonaires sporadiques, d'abord dans les fibroses idiopathiques, et on s'est rendu compte ensuite que c'était un facteur de susceptibilité également pour des fibroses dans des contextes non idiopathiques, tels que les pneumopathies d'hypersensibilité chronique, l'asbestose, la polyarthrite rhumatoïde avec pneumopathie interstitielle. Le mécanisme par lequel ce polymorphisme qui entraîne une surexpression de la mucine 5B, une protéine qui normalement est exprimée dans l'épithélium bronchiolaire et pas dans les alvéoles. Comment ce polymorphisme favorise le développement de la fibrose reste pour le moment incertain, d'autant plus qu'il y a quelques données qui sont un peu interrogées par certains qui suggèrent que certes c'est un facteur de susceptibilité, mais ça serait associé à un meilleur pronostic. Donc là vous voyez que ça devient difficile à comprendre. Alors il y a une étude actuellement qui est publiée seulement sous forme préliminaire par une équipe hollandaise, qui est l'équipe de Colin van Morsel, qui travaille au St. Antonius Hospital en Hollande, une équipe avec qui on collabore, qu'on connaît bien, qui a regardé ce polymorphisme MUC5B chez les patients infectés par le Covid, hospitalisés dans leur hôpital.
Vous voyez qu'ils ont eu accès à 83 patients infectés par le Covid, qu'ils ont comparé à 611 sujets témoins. Et ils ont fait un génotypage pour ce polymorphisme. C'est très simple, hein, c'est une PCR, et vous allez être soit homozygote GG, homozygote TT qui est le polymorphisme à risque, ou bien hétérozygote. Dans la population caucasienne, cet allèle à risque, T, est présent chez 10% de la population. Vous prenez 10 personnes qui sont dans le couloir dans une station de métro parisienne, il y en a un qui est porteur de cet allèle à risque. Ils ont regardé ce qu'il y avait dans le Covid-19, et là, ils ont trouvé une diminution de la fréquence de cet allèle. Et vous voyez que le risque relatif était de 0,40, suggérant que cette allèle, en fait, était protectrice. Elle protégerait du développement d'une Covid sévère. En effet, cette Covid était sévère parce qu'elle justifiait d'une hospitalisation. Alors, ça demande bien sûr à être confirmé. Nous avons actuellement un travail comparable qui est en cours dans la cohorte française des infections par coronavirus, mais c'est un premier signal qui laisse penser que, contrairement à l'hypothèse initiale, ce polymorphisme pouvait protéger du développement d'un Covid-19 à la phase aiguë. Mais ça ne nous dit rien, pour le moment, sur le risque potentiel de développer une fibrose après le Covid, et ça, c'est une autre question qui va devoir être adressée. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à cette question. Alors, comment on fait en pratique? Nous, ce qu'on fait, selon les recommandations, c'est qu'on a revu tous nos patients à 1 mois. Bon, vous avez compris qu'on est en train de les revoir au 3e mois après l'hospitalisation. On les interroge, on les examine, on leur fait des EFR avec des SCO, un scanner thoracique sans injection. S'ils sont essoufflés, on fait bien sûr, une exploration vasculaire, soit une scintigraphie pulmonaire, soit un angioscanner, puisqu'on sait que ces patients ont été à risque thromboembolique à la phase aiguë. On ne sait pas s'ils sont à risque d'avoir des complications à long terme de type hypertension pulmonaire. Aujourd'hui, ça n'est pas connu. S'ils ont une dyspnée, on leur dose également le NT-proBNP, un argument effectivement à la recherche d'anomalies de type hypertension pulmonaire. Et puis on leur fait également une échographie cardiaque pour mesurer la vitesse maximale du flux régurgitatif sur la tricuspide, pour un élément d'hypertension pulmonaire, et bien sûr pour apprécier leur fonction ventriculaire gauche, puisqu'un certain nombre de ces patients ont pu développer une myocardite à la phase aiguë. S'ils sont essoufflés, il faut s'occuper de ça. Et donc bien sûr, s'il y a des anomalies sur les bilans fonctionnels respiratoires ou sur le scanner, il y a une étape diagnostique qui est absolument indispensable. Avant de conclure à c'est une fibrose du Covid, il faut se demander, est-ce qu'il n'y a pas de pathologie intercurrente? Est-ce qu'il n'y a pas de l'infarctus pulmonaire? Est-ce qu'on n'est pas en train de redécouvrir ou de découvrir une maladie préexistante? Et bien sûr, c'est des dossiers qui parfois sont très simples, mais souvent sont un peu compliqués pour une maladie que personne ne connaissait avant. Et donc là, on va discuter ces cas en réunion multidisciplinaire. Quand je dis multidisciplinaire, c'est qu'il y a au minimum les radiologues, les pneumologues, parfois les infectiologues, et c'est là qu'on va décider surveillance dans la plupart des cas. Qu'est-ce que ça veut dire surveillance? Ça veut dire il y a des anomalies mais elles vont régresser. Ou bien on peut discuter de leur administrer des corticoïdes lorsque l'imagerie nous fait suspecter qu'on soit dans une phase de pneumopathie organisée qui pourrait bénéficier d'une corticothérapie. Et on va discuter l'administration d'un antifibrosant. Et notre recommandation, c'est d'administrer un antifibrosant que dans le cadre d'un essai thérapeutique lorsqu'il existe. En dehors d'un essai thérapeutique, ça doit être absolument discuté dans une discussion multidisciplinaire. Et là, les centres de maladies pulmonaires rares sont parfaitement adaptés puisqu'ils ont l'expertise de la pneumopathie organisée et des maladies un peu complexes. Alors, on a mis en place en France un protocole dont je vous ai parlé initialement qui s'appelle NintéCor, Ninté pour nintédanib, Cor pour coronavirus. Vous savez que le nintédanib est commercialisé dans le monde sous le nom de Ofev. C'est un médicament antifibrosant
qui cible des tyrosine kinases associées à des récepteurs ou non associées à des récepteurs, qui a démontré sa capacité à ralentir le développement de la fibrose, soit idiopathique, soit progressive, non idiopathique. On a décidé d'inclure des patients dans cet essai qui auraient au 3e mois post-infection des anomalies persistantes sur le scanner avec des signes de fibrose, réticulation et ou bronchectasie par traction, touchant au moins 10% du parenchyme pulmonaire et un retentissement fonctionnel sous la forme d'une diminution de la DLCO inférieure à 70%. Et on souhaite que ces patients aient été vus dans un centre de référence ou un centre de compétences des maladies pulmonaires rares, ou au moins discuter dans une discussion multidisciplinaire de centres de coronavirus, de façon à bien ne pas rater l'opportunité d'une corticothérapie potentielle. Et ces patients ensuite sont randomisés, soit vers le nintédanib, soit vers le placebo, et vus ensuite au 1er mois, au 3e mois, au 6e mois, etc. Il y aura une analyse intermédiaire ici au 12e mois. On va les suivre sur la spirométrie, sur la DLCO, sur le test de marche, sur des biomarqueurs. Le scanner sera répété, sur des scores de dyspnée, de qualité de vie, bien sûr. Et puis, il y a un élément génétique qui sera également étudié, puisqu'on a prévu de regarder chez ces patients si le polymorphisme de MUC5B, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pouvait intervenir dans l'évolution. Alors, le PHRC n'est pas encore commencé. Nous venons d'avoir l'autorisation de l'Agence de sécurité du médicament, ce qui veut dire que dans les 15 jours qui viennent, on va pouvoir inclure le premier patient. Il y en a un certain nombre de patients qui attendent de pouvoir être inclus. Alors, avant de finir, je vais vous montrer une patiente. Patiente, vous voyez, qui arrive dans un autre hôpital le 24 mars avec des images tout à fait caractéristiques de Covid. Elle est bien sûr PCR positive, tout à fait confirmée. D'emblée, vous voyez qu'elle a une maladie qui est très étendue sur le premier scanner qui est réalisé. Et quand on voit ça, on se dit que ça va probablement aller mal. Et en effet, vous pouvez voir sur le scanner qui est réalisé quelques jours plus tard qu'elle est intubée, ventilée, en réanimation, avec des lésions qui, pour certaines, se sont condensées, comme le cas finalement habituel. Et là, les docteurs vont décider en réanimation de lui administrer des corticoïdes. Après 10 jours de corticoïdes, elle reçoit 10 jours de corticoïdes, elle est extubée, revient en salle d'hospitalisation. Vous voyez qu'on est au 28 avril, pratiquement un mois après le début. Les images ont évolué, elle reste encore très malade, avec des condensations assez importantes, un peu d'épanchement pleural, mais du verre dépoli encore assez diffus, mais elle va à l'évidence plutôt mieux. À ce moment-là, les docteurs considèrent que les 10 jours de corticoïdes qu'elle a reçus initialement sont probablement insuffisants et décident de reprendre une corticothérapie pendant 10 jours encore. Donc là, vous voyez, elle est revue près de 15 jours plus tard, après 10 jours supplémentaires de corticoïdes. Là, les images se modifient et il apparaît clairement des zones de réticulation, notamment dans les régions sous-pleurales, prédominant dans les sommets, ce qui est assez inhabituel. Avec, par contre, en revanche, vous le voyez, un nettoyage assez impressionnant des images dans les bases. Et elle nous est adressée le 26 juin en nous demandant, regardez, les images persistent, il y a une évolution fibrosante avec des bronchectasies par traction, des condensations. Ici, vous retrouvez ces bronchectasies par traction. Ici, une véritable dilatation des bronches. Quelques réticulations, il y a plus de 10% de la surface pulmonaire qui est atteinte, et la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'il faut la mettre sous antifibrosant? Et là, notre réponse a été, écoutez, non, parce que finalement, quand je regarde ce qui s'est passé entre le 11 mai et le 26 juin, elle continue à s'améliorer. Et donc notre objectif là, c'est pas de donner des antifibrosants à n'importe qui, notamment et surtout pas à quelqu'un qui est en train de s'améliorer. Et là, on voit bien qu'il y a un potentiel de résolution. On a décidé de répéter le scanner dans 6 semaines afin de pouvoir juger si effectivement elle continue à progresser, ce qui nous paraît le plus vraisemblable. Donc là,
Je suis l'avocat d'une surveillance armée de ces patients. Je ne pense pas qu'il faille donner des antifibrosants à tout le monde, ni des corticoïdes à tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on va discuter au cas par cas, et là, on a vraiment besoin d'expertise. Alors, la prise en charge de ces Covid tardifs, vous voyez qu'on vient de discuter corticoïdes, antifibrosants. Personne ne sait aujourd'hui, hein, donc c'est vraiment au cas par cas qu'on discute. Il y a d'autres soucis qui se posent chez ces patients. Certains d'entre eux tous. Mes pneumologues correspondants de ville m'appellent régulièrement en me disant bah, ils toussent, qu'est-ce que je fais? On leur dit faites comme d'habitude, cherchez les causes alternatives, éventuellement tester une corticothérapie inhalée brève, efficace ou pas efficace. Et en fait, par expérience, on voit que ces toux finissent par céder. Un certain nombre de ces patients doivent bénéficier de réhabilitation à partir du moment où ils sont essoufflés. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut leur proposer, surtout quand ils ont été hospitalisés de façon prolongée. Heureusement, la greffe, j'espère, ne sera utile que pour une minorité et les soins palliatifs encore moins. Et bien sûr, on a une responsabilité qui est de prendre en charge ou de reprendre en charge de façon correcte les comorbidités de ces patients qui ont parfois été un peu oubliés. Alors, ça, c'est un discours facile, réhabilitation, etc. Mais en fait, c'est difficile. La réalité aujourd'hui qui nous arrive, c'est que souvent, on a du mal à couvrir ses besoins. L'accès aux EFR est devenu très difficile. C'est la seconde vague dont je vous parlais. Ils sont sortis d'hôpital, mais maintenant, on a du mal à les explorer. On a du mal à avoir accès aux scanners parce qu'il y a tellement de patients. Les soins de suite et de réadaptation sont difficiles d'accès. Les hôpitaux de jour sont saturés. On a du mal à prendre en charge psychologiquement les patients et les familles, ce qui crée du stress pour les patients, ce qui crée du stress pour les soignants. On n'est vraiment pas satisfait. Vous voyez qu'on arrive dans ce modèle que je vous ai écrivé. Finalement, c'est la 5e vague ici qui nous pose un problème avec la question qui reste ouverte de la fibrose ou pas. Voilà, ici je vais conclure. Je vais vous remercier, je suis disponible pour les questions. Et puis, un message assez simple, il faut continuer à se protéger si on veut se protéger nous-mêmes et protéger nos patients et nos familles. Merci beaucoup. Merci Bruno Crestani, c'était très clair et très intéressant. Il va y avoir une foule de questions à poser. Yves. Oui, d'abord, merci beaucoup. J'ai particulièrement aimé votre conférence. Vous êtes comme un pompier. Vous éteignez les feux, mais vous êtes dedans. Et donc, merci beaucoup. J'ai un commentaire, une question, peut-être une seconde question. Mon premier commentaire, c'est oui, effectivement, en Amérique du Nord, l'Amérique du Nord a été complètement dépassée par le COVID, mais ce n'est pas tout l'Amérique du Nord, ce sont les États-Unis. Et ce n'est pas parce que la population n'a pas essayé, mais c'est parce que vous connaissez l'histoire de certains dirigeants, c'est causé par ça. C'est la même chose au Brésil, hein? Et donc, c'est pas partout. Au Mexique, la situation est grave, mais c'est pas non plus parce que les gens n'ont pas tenté, c'est peut-être plus par certaines difficultés reliées au système de santé. Et chez nous, au Canada, la situation est sous contrôle. Au Québec, on est sous contrôle. Il y a encore des cas, comme partout ailleurs, mais partout, on est en rémission. Et donc, je crois qu'on est sur la bonne voie. Mon deuxième commentaire, c'est celui-ci. Vous l'avez peut-être sous-entendu. Est-ce qu'il y a des analogies entre le type de fibrose que vous voyez chez vos patients et la fibrose chez les emphysémateux? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, ça concerne mucine 5B. Bon, on sait qu'effectivement, mucine, c'est surtout bronchial. Là, vous la voyez dans les cas de fibrose. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça peut être responsable du collapsus du poumon aussi. Donc, est-ce que vous avez de l'information avec la mutation 5B et puis, en fait, le GT et puis peut-être le collapsus du poumon qui est, bon, je dis, c'est pas relié à la fibrose, c'est relié à l'épithélium, mais j'ai déjà vu de la littérature qui parlait de collapsus et de mucine. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires. Effectivement, l'Amérique du Nord
j'aurais dû être plus précis dans mon discours, c'est très grand, l'Amérique du Nord. Fibrose et emphysème, donc en effet, quand on prend des patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique, 30% d'entre eux ont au moins un peu d'emphysème, parfois beaucoup d'emphysème, et donc on a décrit même un syndrome emphysème fibrose. Et en dehors même de ce syndrome emphysème fibrose, lorsqu'on analyse des prélèvements provenant de patients qui ont un emphysème prédominant, on peut voir effectivement, parfois au contact, des lésions emphysémateuses, parfois plus à distance, des lésions d'emphysème, de fibrose. Ce qu'on observe chez ces patients-ci, j'ai l'impression, c'est que c'est quelque chose qui est très inflammatoire. Il y a de la fibrose, certes, elle est encore jeune, elle n'est pas encore organisée, elle est entourée, infiltrée par de l'inflammation. Donc je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même chose que ce qu'on a dans ces emphysèmes associés à plus ou moins de fibrose. Concernant la mucine 5B et le collapsus, alors ça c'est une remarque très intéressante. Je dois dire que j'avais pas fait jusqu'à maintenant, pas fait le lien personnellement entre cette mucine et le collapsus. Ce qu'on comprend habituellement et ce qu'on discute habituellement, c'est que dans les zones de fibrose, il y a une altération de l'épithélium alvéolaire, une repopulation du poumon distal par des cellules qui vont venir des bronchioles, repeupler l'épithélium et se différencier, prendre parfois un phénotype un peu aberrant et exprimer donc localement de la mucine 5B. Et effectivement, quand on regarde les zones remaniées de poumons, que ce soit la fibrose pulmonaire idiopathique ou la fibrose associée à la polyarthrite rhumatoïde, on trouve dans des zones alvéolaires distales une expression ectopique de MUC5B qui ne devrait pas être là. Alors je suppose qu'effectivement, la mucine, ce n'est pas très bon pour garder les alvéoles ouvertes par comparaison à du surfactant. Mais je dois dire que je n'avais pas réfléchi encore la question sur le plan justement du collapsus. Il y a des vieux papiers, effectivement, des années 80, qui montrent en anapath que, effectivement, dans les zones de fibrose organisée, là je ne parle pas du tout de post-infectieux, je parle de fibrose pulmonaire idiopathique, on retrouve comme un sandwich les membranes basales des alvéoles compactées les unes sur les autres, traduisant ce collapsus du poumon, et qui est probablement un élément important, probablement sous-évalué dans la physiopathologie de la fibrose. Oui, juste un commentaire. Effectivement, vous avez raison, mais ce collapsus-là, ce n'est pas un collapsus de type RDS. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le poumon qui fait le sandwich. C'est simplement juste des portions des alvéoles qui sont collapsées. Ah. Merci. Merci à vous. Oui, après ces considérations biologiques de haute volée, je vais poser une question plus simple qui concerne l'épidémiologie. Si j'ai bien compris, il y a 1,5 à 2,5% de l'ensemble des patients atteints, c'est-à-dire qui sont positifs, qui vont développer une fibrose pulmonaire plus ou moins importante. Alors, si on considère qu'actuellement il y a 200 000 cas confirmés, ça ferait entre 2 000 et 4 000 cas de fibrose pulmonaire dans l'avenir. Alors, j'avoue que je n'ai pas le chiffre du nombre de fibroses pulmonaires actuelles qui sont pris en charge en France, mais tu le sais sûrement. Est-ce que ça représente une espèce de raz-de-marée ou est-ce que ça va être assimilable par nos collègues qui s'occupent de fibrose pulmonaire? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que ces chiffres sont hypothétiques. Vous avez vu, je vous l'ai dit d'ailleurs en montrant la figure, c'est hypothétique, proposé par cet auteur dont j'avais repris la figure, mais en faisant finalement des hypothèses dont on va voir si elles s'avèrent exactes ou pas. Mais admettons que ce soit le cas, et admettons qu'il y ait 4000 nouveaux cas
de fibrose qui soit due au coronavirus en France, c'est exactement le nombre de nouveaux cas de fibrose pulmonaire idiopathique qu'il y a chaque année en France. Donc non, si c'était ça, nous ne serions pas débordés et donc nous serions capables de faire face. Là où ça risque d'être un tout petit peu difficile, c'est que vous avez vu qu'il y a une distribution géographique particulière de la Covid en France, qui a touché préférentiellement l'Île-de-France, le Nord et surtout l'Est. Et donc, en fait, ces patients seraient concentrés à ce moment-là dans quelques zones. Donc, c'est là où ça pourrait devenir un tout petit peu problématique. Mais donc, pour le moment, tout ça reste assez hypothétique. Et je reste assez optimiste. Je fais l'hypothèse que dans la plupart des cas, ça va se résoudre. Et je pense que le chiffre réel sera inférieur à ce chiffre qui avait été émis comme hypothèse. Oui, ça m'amène à une deuxième question. Et là, je trouve que c'est aussi rassurant parce que tu nous as dit que 2 tiers des patients avaient normalisé leur fonction pulmonaire en 3 mois. Oui. Je n'avais pas de chiffre en tête, mais j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de séquelles que cela. Donc c'est même assez rassurant. Oui, absolument. Déjà, tu as vu nos chiffres à 1 mois. Pardon. Oui, non. Mais c'est à 3 mois. Oui, c'est à 3 mois. Alors, est-ce que les choses peuvent s'aggraver au-delà de 3 mois? Donc ça, c'est vraiment la question. Parce que si on regarde MERS et SARS, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Mais je répète, vous avez vu le nombre de patients. Ça n'a strictement rien à voir. On est 1000 fois, c'est 1000 fois plus ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, même s'il y avait eu qu'un patient ou quelques patients qui auraient progressé sous MERS, après MERS ou après SARS, ça peut représenter un nombre considérable de patients avec cette nouvelle épidémie. Donc pour le moment, nous ne savons pas, mais si je regarde ce qui s'est passé dans SARS et MERS, je dirais plutôt non. Le risque, c'est plutôt que les patients s'améliorent plutôt qu'ils ne s'aggravent. Et c'est pour ça que je reste assez optimiste tout de même. Oui, si je peux poser... Oui, Yves. Oui, je vais poser une question. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question par courriel. Il n'est pas capable de la mettre sur le site, donc je vais la poser pour lui. La personne en question nous demande quelle est votre opinion sur l'après-COVID en Afrique? Quelle est votre perception de l'après-COVID en Afrique? D'abord, est-ce qu'il va y en avoir un? Puis deuxièmement, comment va-t-il se passer compte tenu du fait que finalement, on a très peu d'informations? Écoutez, d'abord, vous avez bien vu que dans les mois qui précédaient, il y avait globalement une impression que le Covid ne se développait pas en Afrique. Ce qui était une très bonne nouvelle, chacun étant inquiet, mais on voit qu'aujourd'hui, dans les dernières semaines, il semble que le nombre de patients soit en train d'augmenter, ce qui bien sûr cause des inquiétudes. Donc je dirais la première question, c'est va-t-il y avoir une épidémie avec l'ampleur que nous connaissons, que nous avons connue et qui est encore en train de se développer ailleurs? Et ensuite, pour l'après-Covid, écoutez, quand même, le message global, c'est que la plupart des patients qui font une infection Covid, on l'a vu, ont une maladie bénigne. Et même ceux qui ont une maladie sévère, finalement, on sait aujourd'hui qu'avec une prise en charge adaptée, pas forcément avec des traitements invasifs, peuvent survivre. Alors je comprends que dans les grandes villes d'Afrique, les infrastructures soient là et puissent prendre en charge les patients, mais que ça puisse être compliqué dans d'autres zones. Néanmoins, je trouve que la première question, c'est est-ce que l'épidémie va se répandre ou bien est-ce qu'on va arriver à la juguler? Oui, il y a une question concernant les corticoïdes. Quelqu'un demande finalement à quel moment faut-il donner des corticoïdes? Est-ce qu'il faut les donner systématiquement? Donc, et à quel moment? Donc je vais dissocier la phase aiguë et la phase subaiguë. Dans la phase aiguë, vous savez que les Anglais ont publié sous forme encore de préprint
les résultats de l'utilisation de la dexaméthasone à la phase aiguë de l'atteinte. Et globalement, ce qu'ils montrent, c'est qu'ils améliorent la survie des patients qui ont des formes sévères de Covid. Sévères sur des arguments de nécessité de hospitalisation, nécessité d'oxygène, a fortiori bien sûr nécessité d'être en unité de soins intensifs ou même intubé, ventilé. En revanche, les formes non sévères ne bénéficiaient pas des corticoïdes. Donc le message, c'est corticoïdes à la phase aiguë chez les patients ayant des signes, des sévérités gazométriques. À la phase subaiguë, vraiment la discussion se fait au cas par cas, chez des patients qui auraient des imageries qui feraient évoquer de la pneumopathie organisée, donc ces zones de condensation avec bronchogramme aérique qui évolueraient de façon lente ou même qui tendraient à s'aggraver. Et là, c'est vraiment bien sûr au cas par cas, mais toutes les équipes ont la même expérience où on observe des réponses aux corticoïdes, alors là, avec des améliorations assez nettes, comme on a l'habitude de l'observer dans les pneumopathies organisées d'autres étiologies. Alors, une des questions, c'est la durée dans ces cas-là. Et donc, notre recommandation, c'est de faire des durées relativement brèves. À la phase aiguë, tout le monde est d'accord, c'est 7 à 10 jours, enfin tout le monde est d'accord. On dit plutôt 7 à 10 jours. À la phase subaiguë, nous recommandons de faire 2 à 3 semaines de corticoïdes, plutôt à des doses relativement faibles, 0,5 mg par kilo de prednisone. Arrêter, voir ce qui se passe. S'il y a besoin, parce que l'amélioration est insuffisante ou s'il y a une réaggravation secondaire, reprendre des corticoïdes, éventuellement pendant un mois, en regardant. Là, je crois qu'il faut être très prudent. On avance en marchant. Et donc, il ne faut surtout pas surtraiter ces patients. Et dans notre expérience, 2 à 3 semaines de corticoïdes souvent suffisent. On n'hésitera pas à le remettre s'il faut pendant de nouveau 2 à 3 semaines. Chez ces patients ayant ce tableau indicateur de pneumopathie organisée. Vous avez vu que ce patient qui a eu une chirurgie 1 mois après l'infection par le Covid avait des lésions de pneumopathie organisée et qui se présentait comme ce verre dépoli avec condensation autour des lésions d'emphysème qui étaient préexistantes. Donc ça, on sait que c'est sensible au corticoïde. Si je peux me permettre un petit commentaire, il y a un point dont on a déjà discuté plusieurs fois au cours de ces conférences que l'on fait depuis plusieurs années, c'est l'intérêt de la DLCO. Et on l'a évoqué plusieurs fois, Yves en est témoin, la DLCO n'est pas répandue en particulier en Afrique, alors que c'est quelque chose qui serait faisable. Or, là, tu nous as montré clairement que c'est la DLCO qui est l'élément fondamental pour le suivi de ces patients. Alors, en effet, la DLCO, c'est l'examen le plus sensible. En général, c'est la réalité des maladies pulmonaires, mais en particulier chez ces patients, post-infection grave, post-ARDS, c'est l'anomalie qui va rester la plus significative. Alors, ce qui est très intéressant aussi de voir, c'est que de façon générale, à la fois après les infections au coronavirus qu'on connaît, SARS et MERS, mais dans les ARDS également, la qualité de vie est également sévèrement impactée. Je suis dans un nombre relativement important de patients jusqu'à 1 an après. Et ça, comme pneumologue, souvent on ne mesure pas ça. Ça ne fait pas partie de notre pratique clinique. On va le faire dans des cadres de protocole de recherche. Et donc je dirais effectivement la DLCO. Mais je n'ai pas parlé des tests de marche ou des tests simples qui permettent d'évaluer la capacité physique. Mais il y a quelques données qui montrent également que ces patients, 1 an après, gardent des tests de marche qui sont légèrement anormaux, ou en tout cas un sous-groupe de patients ont des tests de marche anormaux, avec des distances parcourues anormales. Donc oui, test de la DLCO, oui, mais on peut aller un peu plus loin également dans le raffinement, sans avoir besoin d'outils très, très sophistiqués. Le test de marche, il n'y a pas plus simple. Oui. Juste un commentaire peut-être avant la fin, parce que je sais que le docteur Crestani doit quitter dans quelques minutes. Tu vas conclure en même temps, oui. Oui, d'accord. Donc, écoutez, est-ce qu'on a l'effet
des glucocorticoïdes par inhalation? Parce que tantôt, vous avez parlé de prednisone, etc., dexaméthasone. Tout ça, c'est par IV. Pourquoi est-ce que vous ne les donnez pas par inhalation? Je pense que ce serait peut-être plus simple avec moins d'effets secondaires. Donc actuellement, nous les donnons en inhalation dans le cadre d'un essai thérapeutique dans la phase aiguë des patients non sévères. Mais ça, c'est un essai thérapeutique. Nous les donnons en inhalation chez les patients qui ont une toux qui les handicape. En revanche, lorsqu'il s'agit de ces aspects de pneumopathie organisée, quand la cible est la pneumopathie organisée, non, nous utilisons la voie générale. Quand on regarde la littérature sur la pneumopathie organisée, je n'ai rien vu qui laisse penser que les corticoïdes inhalés soient efficaces. Alors, est-ce qu'il faudrait faire des nébulisations à plus forte dose? Là, ça n'a pas été testé. D'accord. Ben écoutez, je pense que sur ces quelques mots, j'aimerais, en mon nom à moi, au nom de l'AUF, au nom de la CIMDEF, Étienne, remercier le professeur Bruno Crestani pour son excellente conférence. Et je vous donne le prochain rendez-vous. Laissez-moi consulter mon calendrier parce que nous l'avons fixé hier. Le prochain rendez-vous... Ben ouais, non, je ne l'ai pas marqué. C'est le 29 juillet. D'accord, je m'excuse. Oui, effectivement. Le 29 juillet, et c'est un groupe présenté qui est la FEOG, c'est-à-dire la Fédération francophone d'obstétrique et gynécologie. Et c'est le professeur Tchek Sis qui va nous parler de grossesse et COVID. Donc, c'est le 29 juillet. Même heure, même poste, donc 10 heures à l'heure de l'Amérique, 16 heures à l'heure de Paris. Et Mme Katinka Bernard va envoyer le lien comme elle le fait si bien depuis plusieurs mois. Donc, sur ces quelques mots, merci beaucoup. Et à tous et chacun, bonne fin de journée, bon mois de juillet et profitez de la belle température et soyez prudents. Merci beaucoup, au revoir. Merci Bruno, au revoir. Au revoir.